Tu connais ces gens qui disent vouloir une relation mais qui disparaissent dès que ça devient intime. Ils parlent d'amour mais évitent les conversations profondes. Ils cherchent de l'affection mais fuient la vulnérabilité. Ils veulent partager leur vie mais pas leurs vrais sentiments. Si tu vis ça avec quelqu'un, tu n'es pas fou. Tu es juste tombé sur un évitatif. Quelqu'un qui veut l'amour mais qui a une peur panique de l'intimité. Ces gens-là, ils ont un problème bizarre. Ils veulent exactement ce qui leur fait peur. Imagine quelqu'un qui meurt de soif mais qui a peur de l'eau. C'est pareil avec eux et l'amour. Dès que quelqu'un essaie de vraiment les connaître, leur cerveau déclenche une alarme. Danger. Cette personne va te faire mal, même si c'est complètement faux, même si tu es la personne la plus douce du monde. C'est pas de la logique. C'est un réflexe automatique planté dans leur tête depuis l'enfance. Leur corps ne fait pas la différence entre l'amour et le danger. Alors, ils développent cette stratégie. Rester assez proche pour pas être seul, mais assez loin pour pas souffrir. Le problème, c'est que cette stratégie les condamne à une solitude permanente. Tout a commencé quand ils étaient petits. À un moment, ils ont appris que faire confiance, ça fait mal, que s'attacher, ça déçoit, que montrer ses besoins, ça fait qu'on se fait rejeter. Peut-être qu'ils étaient des enfants sensibles dans des familles qui détestaient les émotions. Quand ils pleuraient, on leur disait « arrête » ou « tu es trop sensible ». Quand ils voulaient des câlins, leurs parents étaient occupés ou simplement incapables de donner ce dont ils avaient besoin. D'autres ont grandi avec des parents imprévisibles. Là, un jour, partis le lendemain. Ces enfants ont appris qu'il valait mieux compter sur eux-mêmes que de vivre dans l'incertitude permanente. Certains ont vu leurs parents craquer complètement, divorces atroces, morts mal vécues, dépressions ignorées. Ils ont pensé que les émotions fortes sont dangereuses, qu'il vaut mieux ne rien ressentir pour ne pas s'effondrer. Ces enfants sont devenus super forts pour se débrouiller seuls. Ils ont appris à se consoler, à essuyer leurs larmes, à ne rien demander à personne. Cette force qui les a sauvés enfants est devenue leur prison d'adultes. Maintenant, ils portent cette blessure invisible, la conviction profonde qu'ils vont finir par être abandonnés. Alors autant prendre les devants et garder le contrôle. Regarde un évitatif en relation et tu vas voir quelque chose de dingue. Il sait donner juste ce qu'il faut pour que tu restes, mais jamais assez pour que ça devienne vraiment sérieux. Il peut t'emmener au resto, t'offrir des trucs, t'envoyer des messages mignons. Mais dès que tu parles de vivre ensemble, d'avenir, dès que tu exprimes tes vrais besoins, il devient distant comme un étranger. C'est comme s'il y avait deux personnes, celle qui te drague et celle qui fuit quand ça devient réel. C'est pas de la manipulation consciente, c'est la guerre entre son envie et sa peur. Il vit ses relations comme quelqu'un qui marche sur une corde. Il doit garder l'équilibre parfait entre proche et loin. Trop proche, il panique. Trop loin, il se sent seul. Il cherche ce point impossible où il pourrait avoir l'amour sans les risques. Au début, ça peut être grisant. Il te fait sentir spécial, unique, différente des autres. Mais avec le temps, tu réalises que cette spécialité consiste surtout à accepter les miettes qu'il veut bien te donner. Les évitatifs ont développé plein de trucs pour garder leur distance sans que ça se voie. Ces stratégies sont tellement subtiles qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Le classique « je suis débordé ». Ils s'arrangent toujours pour avoir un planning de malade qui leur donne une excuse parfaite pour pas être disponible émotionnellement. Leur boulot, leur hobby, leurs obligations deviennent des boucliers contre l'intimité. La technique du maniaque déçu, ils trouvent des défauts chez leur partenaire chaque fois que la relation devient trop proche. Soudain, ta façon de manger, de rire, de t'habiller devient insupportable. Ces critiques portent toujours sur des détails, jamais sur l'essentiel. Il y a l'art de la crise au bon moment. Ils créent des disputes juste avant les trucs importants. Anniversaire, rencontres famille, discussions d'avenir. Ces crises leur permettent de reprendre le contrôle sans avoir l'air de fuir. Certains maîtrisent la technique du fantôme affectueux. Ils disparaissent pendant des jours, puis reviennent comme si de rien n'était, avec un cadeau ou une excuse touchante. Cette alternance entre absence et présence te maintient dans l'incertitude permanente. Il y a aussi le syndrome de l'herbe plus verte. Ils mentionnent régulièrement leurs ex, leurs collègues, leurs amis qui font des choses formidables. Ces comparaisons subtiles te font douter de ta valeur et créent la distance qu'ils recherchent inconsciemment.
Pour comprendre ce qu'ils ressentent face à l'amour, imagine que te rapprocher de quelqu'un que tu aimes soit comme traverser un champ de mines. Chaque pas vers plus d'intimité pourrait faire exploser quelque chose que tu n'es pas sûr de pouvoir gérer. Les « je t'aime » les glacent. Pas qu'ils ne ressentent rien, au contraire. Ils ressentent trop fort, et cette intensité leur fait peur. Dire « je t'aime », ça veut dire admettre qu'on a besoin de quelqu'un, reconnaître que cette personne peut nous détruire. Les projets d'avenir deviennent des sources d'angoisse énormes. Parler vacances ensemble, mariage, enfants, tous ces sujets déclenchent leur alarme interne. C'est pas qu'ils veulent pas ces choses, mais les vouloir, ça veut dire perdre le contrôle total de leur vie. Même les gestes d'affection spontanés peuvent les déstabiliser. Un câlin surprise, une attention inattendue, une tendresse non prévue peuvent déclencher chez eux un réflexe de recul. Ils ont besoin de tout prévoir, contrôler, doser pour se sentir en sécurité. Pour eux, l'intimité émotionnelle ressemble à un interrogatoire. Tes questions sur leurs sentiments, leurs peurs, leurs rêves les mettent dans un état de panique qu'ils n'arrivent pas à expliquer. C'est comme si tu demandais les codes secrets de leur coffre-fort intérieur. Voici le plus tragique. Ils souffrent d'une solitude horrible tout en étant eux-mêmes les créateurs de leur isolement. Ils sont prisonniers d'un cercle vicieux où plus ils souffrent de solitude, plus ils renforcent les murs qui les maintiennent seuls. Ils passent des soirées à regarder des couples heureux en se demandant ce que ça fait d'être vraiment connecté à quelqu'un. Ils envient cette facilité que les autres semblent avoir à se laisser aller, à faire confiance, à aimer sans retenue. Mais dès qu'une occasion se présente, leur système de défense se déclenche. Cette solitude a un goût particulier, amer et familier. C'est pas la solitude temporaire de celui qui n'a pas encore trouvé l'amour. C'est la solitude de celui qui sait qu'il pourrait avoir de l'amour s'il arrivait à dépasser ses peurs, mais qui n'y arrive pas. Ils ont souvent une relation bizarre avec leur célibat. D'un côté, ils le revendiquent comme un choix, une preuve de leur indépendance. De l'autre, ils crèvent en secret de ce manque de connexion profonde avec quelqu'un. La nuit, quand les distractions s'arrêtent, c'est souvent là que ça remonte. Cette sensation de vide, cette impression d'être à côté de sa propre vie. Ils se demandent parfois s'ils sont normaux, s'ils sont capables d'aimer vraiment. Aimer un évitatif, c'est un enfer psychologique. Tu vis dans l'incertitude permanente, jamais sûr de ses vrais sentiments, toujours en train d'essayer de décoder des signaux contradictoires. Tu apprends à te contenter de miettes d'affection, à célébrer les petites victoires, un regard tendre, un geste spontané, un moment de vulnérabilité partagée. Ces instants deviennent précieux parce qu'ils sont rares, mais ils te maintiennent aussi dans un état de manque permanent. Tu développes une anxiété relationnelle chronique. Tu remets constamment en question tes propres besoins. Tu te demandes si tu n'es pas trop demandeur, trop émotionnel, trop intense. Tu finis par baisser tes attentes, acceptant une forme d'amour rationné qui te nourrit jamais vraiment. Le pire, c'est que tu commences à douter de toi. Quand quelqu'un te fait sentir que demander de la connexion émotionnelle c'est trop, tu commences à te demander si t'es pas le problème. Tu deviens expert en interprétation de signaux faibles. Un message un peu plus long que d'habitude, un sourire qui dure 2 secondes de plus, une main qui s'attarde, tu analyses tout parce que les signaux forts n'arrivent jamais. Tu vis dans l'espoir permanent du changement. Tu te dis que si tu es assez patient, assez compréhensif, assez aimant, il finira par s'ouvrir. Cette illusion peut te maintenir dans une relation frustrante pendant des années. Les signaux d'alarme. Reconnaître un évitatif, c'est pas toujours évident au début parce qu'ils peuvent être très séduisants et attentifs. Mais certains signaux, subtils au début, finissent par former un schéma reconnaissable. Ils idéalisent leurs relations passées, surtout celles qui sont finies. C'est plus facile de regretter quelqu'un qui n'est plus là que d'apprécier quelqu'un qui demande de l'attention maintenant. Leurs ex deviennent souvent des standards impossibles à atteindre. Ils maîtrisent l'art de la conversation détournée. Dès qu'un sujet devient trop personnel, trop profond, ils trouvent un moyen de changer de direction. Ils peuvent parler pendant des heures sans jamais vraiment révéler qui ils sont, au fond. Leurs projets d'avenir restent toujours flous et individuels. Ils peuvent avoir des ambitions claires pour leur carrière, leur voyage, leurs projets perso, mais dès qu'il s'agit d'inclure quelqu'un d'autre dans ces plans, tout devient vague et conditionnel. Observe leur réaction aux compliments personnels.
Les compliments sur leur apparence ou leurs compétences, ça va. Mais les compliments sur leur personnalité, leur gentillesse, leur façon d'être peuvent les mettre mal à l'aise. Regarde aussi comment ils gèrent les conflits. Ils évitent les disputes ouvertes, mais peuvent devenir passifs-agressifs. Ils préfèrent le silence boudeur à l'explication franche. Notice leur rapport au temps et aux engagements. Ils ont du mal avec les projections à long terme dans le domaine personnel, même s'ils sont très organisés professionnellement. Les évitatifs sont des champions de l'auto-sabotage relationnel. Pas par méchanceté, mais parce que détruire une relation leur donne l'impression de reprendre le contrôle sur une situation qui leur échappe. Ils peuvent provoquer des ruptures juste avant des étapes importantes. Emménager ensemble, rencontrer la famille, partir en vacances romantiques, ces moments représentent des seuils d'engagement qui déclenchent leurs mécanismes de défense les plus primitifs. Parfois, ils sabotent en devenant soudain critiques, froids, indisponibles. D'autres fois, ils créent des situations où c'est toi qui finis par partir, ce qui leur permet de jouer le rôle de la victime abandonnée plutôt que celui qui fuit l'engagement. Le sabotage par l'absence est fréquent. Ils deviennent soudain très occupés juste avant les moments importants. Un projet urgent au boulot juste avant ton anniversaire, un déplacement professionnel pendant tes examens. Il y a aussi le sabotage par la comparaison. Ils mentionnent leurs ex de manière positive ou parlent de collègues qui font des choses que tu ne fais pas. Ces comparaisons créent de l'insécurité et justifient leur prise de distance. Cette tendance à l'auto-sabotage les maintient dans un cycle horrible où ils obtiennent exactement ce qu'ils redoutent, l'abandon. Mais paradoxalement, cet abandon qu'ils ont provoqué leur semble moins menaçant que la vulnérabilité qu'aurait demandé le maintien de la relation. La transformation d'un évitatif, c'est pas impossible, mais ça demande un travail thérapeutique sérieux et énormément de courage. Il faut accepter de revoir les blessures d'origine, comprendre d'où viennent ces mécanismes de protection et apprendre petit à petit à tolérer la vulnérabilité. La première étape, c'est souvent de reconnaître le schéma. Beaucoup passent des années à blâmer la malchance en amour ou l'incompatibilité avec leur partenaire avant de réaliser qu'ils sont eux-mêmes les créateurs de leurs échecs relationnels. Le travail thérapeutique sur l'attachement peut changer une vie. Comprendre comment se sont formés ces mécanismes dans l'enfance, identifier ce qui les déclenche aujourd'hui, apprendre à tolérer petit à petit l'intimité sans paniquer, autant d'étapes qui demandent du temps et de la persévérance. Il faut aussi apprendre un nouveau langage émotionnel. Les évitatifs ont souvent un vocabulaire émotionnel limité, ayant appris très tôt à minimiser ou ignorer leurs sentiments. Retrouver la capacité à nommer, exprimer et partager ses émotions, c'est un apprentissage de base. Le changement doit venir d'eux. Tu ne peux pas convaincre un évitatif de changer. Tu ne peux pas l'aimer assez fort pour qu'il se transforme. Le déclic doit venir de leur propre souffrance et de leur désir d'autre chose. Même avec une thérapie réussie, ils ne deviendront jamais des extravertis émotionnels. Ils garderont toujours un besoin d'espace plus important que la moyenne. Mais ils peuvent apprendre à communiquer ces besoins sans blesser. Si tu aimes un évitatif, la première vérité difficile, c'est « tu peux pas l'aimer assez fort pour qu'il change ». Ton amour peut être le déclencheur, mais la transformation doit venir de lui. Ce que tu peux faire, c'est établir des limites saines pour toi. Tu peux décider quel niveau de disponibilité émotionnelle tu as besoin dans une relation et le communiquer clairement, pas comme un ultimatum, mais comme une info sur tes propres besoins. Tu peux aussi montrer l'exemple de la vulnérabilité sans la forcer. Les évitatifs apprennent plus en regardant qu'en écoutant des discours sur l'importance de l'intimité émotionnelle. Mais surtout, perds pas de vue tes propres besoins dans le processus d'essayer de comprendre les siens. Une relation où tu dois constamment te contenter de miettes émotionnelles, c'est pas viable pour personne. Arrête de te convaincre que tu peux être l'exception, celle qui va réussir à le faire changer. Arrête de penser que si tu es assez patiente, assez compréhensive, assez parfaite, il finira par s'ouvrir. Ta valeur ne se mesure pas à ta capacité à supporter les relations difficiles. Tu mérites quelqu'un qui a envie d'être avec toi, pas quelqu'un qui tolère ta présence entre deux fuites. Malgré tout ce qui précède, il faut savoir que les évitatifs peuvent apprendre à aimer et être aimés sans perdre leur identité. La guérison consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à intégrer les parties d'eux-mêmes qu'ils ont longtemps rejetées. Quand un évitatif fait vraiment le travail sur lui, quand il apprend enfin à faire confiance, la transformation peut être magnifique.
Il découvre qu'il peut être vulnérable sans être détruit, qu'il peut aimer sans perdre son autonomie. L'amour qu'ils offrent alors a une profondeur particulière, nourrie par la conscience du chemin parcouru. Ils deviennent capables d'une intimité consciente, choisie, mature. Mais cette transformation demande du temps, de la patience, et surtout qu'elle vienne d'eux. Ton rôle n'est pas de les guérir, mais de décider si tu peux vivre avec qui ils sont maintenant, pas avec qui ils pourraient devenir. Au final, les évitatifs nous apprennent quelque chose d'important. L'amour sans conscience de soi et sans travail sur ses blessures, ça ne suffit pas. Mais quand quelqu'un accepte de faire ce travail difficile, ça peut tout changer. Tous les évitatifs se ressemblent pas. Il y en a qui sont carrément froids, d'autres qui sont chaleureux, mais inconsistants. Comprendre ces différences peut t'aider à mieux cerner celui que tu fréquentes. Il y a l'évitatif mur de glace. Celui-là, tu le vois venir de loin. Il est poli, mais froid, correct, mais distant. Il évite le contact physique, les conversations personnelles, les situations émotionnelles. Avec lui, tu as toujours l'impression de parler à quelqu'un de sympa, mais qui garde ses distances. Puis il y a l'évitatif chaud-froid, le plus déstabilisant. Un jour, il est adorable, attentif, presque collant. Le lendemain, tu as l'impression d'être un étranger. Cette alternance entre chaleur et froideur te rend fou parce que tu sais jamais sur quel pied danser. L'évitatif séducteur utilise le charme comme bouclier. Il est drôle, attentif, fascinant, mais seulement dans la phase de conquête. Dès que tu craques pour lui, dès que tu montres de l'attachement, son intérêt diminue. Il a besoin de la distance que crée la non-réciprocité pour se sentir en sécurité. Il y a aussi l'évitatif workaholic qui noie son besoin de connexion dans le travail. Il est toujours occupé, toujours sur un projet urgent. Son boulot lui fournit une excuse parfaite pour éviter l'intimité tout en ayant l'air respectable. L'évitatif philosophe intellectualise tout. Il peut passer des heures à analyser les relations, l'amour, les émotions, mais de manière théorique. Il parle des sentiments comme un scientifique, avec distance et objectivité. Cette approche lui permet de donner l'impression de s'ouvrir sans jamais vraiment se livrer. Vivre avec un évitatif au quotidien, c'est comme cohabiter avec quelqu'un qui a peur de sa propre ombre émotionnelle. Ils développent des routines qui leur permettent de maintenir la distance même dans l'intimité. Le matin, ils peuvent être fonctionnels et efficaces. Café, info, préparation pour le boulot. Tout est organisé pour éviter les moments de vulnérabilité. Pas de longues discussions au petit-déj, pas de câlins prolongés, pas de planification de la journée ensemble. Chacun fait sa vie en parallèle. Les repas ensemble deviennent des exercices de conversation de surface. Ils peuvent parler de tout, actualité, boulot, anecdotes drôles, mais jamais de ce qu'ils ressentent vraiment. Si tu essaies d'aborder un sujet personnel, ils trouvent toujours un moyen de dévier ou de se lever pour débarrasser. Le soir, ils ont souvent besoin de leur rituel de décompression solitaire, télé, lecture, jeux, sport, des activités qui leur permettent de se reconnecter avec eux-mêmes sans avoir à gérer les émotions des autres. Si tu veux partager ces moments, ils peuvent se sentir envahis. Au lit, c'est souvent révélateur. Certains dorment sur le bord, loin de toi, même dans un grand lit. D'autres ont besoin de leurs propres draps, de leurs propres oreillers. Ils peuvent faire l'amour avec passion mais éviter les conversations après, les moments de tendresse silencieuse. Les week-ends sont particulièrement difficiles parce qu'il y a plus de temps libre, donc plus d'occasions d'intimité. Ils remplissent souvent leur week-end d'activités. Sport, amis, famille, projets. Toujours quelque chose pour éviter les moments à deux sans structure. Les réseaux sociaux sont un outil parfait pour les évitatifs. Ils permettent de maintenir l'illusion de la connexion sociale sans les risques de l'intimité réelle. Sur Facebook ou Instagram, ils peuvent contrôler parfaitement leur image. Ils partagent leurs succès, leurs voyages, leurs activités, mais jamais leurs doutes ou leurs difficultés. Ils créent une version idéalisée d'eux-mêmes qui attire les likes sans révéler qui ils sont vraiment. Les commentaires et les réactions leur donnent un substitut d'affection sociale. C'est de l'attention positive, mais limitée et contrôlable. Ils peuvent recevoir de la validation sans avoir à donner de la vulnérabilité en retour. Les applis de rencontres sont particulièrement problématiques pour eux. Elles alimentent l'illusion qu'il y a toujours mieux ailleurs, ce qui justifie leur tendance à ne jamais s'investir complètement dans une relation.
Pourquoi approfondir avec cette personne quand il y en a des milliers d'autres disponibles? Les conversations par message leur conviennent parfaitement. Ils peuvent prendre le temps de construire leurs réponses, contrôler le timing, éviter les silences gênants et les émotions spontanées. Ils peuvent maintenir plusieurs conversations simultanément sans vraiment s'investir dans aucune. Les stories temporaires sont parfaites aussi. Elles permettent de partager des moments personnels sans engagement. Si ça génère trop d'intimité avec quelqu'un, la story disparaît et on peut faire comme si de rien n'était. Si tu veux vraiment comprendre un évitatif, regarde comment il parle de ses relations passées. C'est souvent très révélateur de ses patterns comportementaux. Ils ont tendance à idéaliser les relations qui sont finies, surtout celles qui ont mal tourné. Cette ex qui les a quittées devient soudain la femme de leur vie, celle qui les comprenait vraiment. C'est plus facile de regretter quelqu'un d'inaccessible que d'apprécier quelqu'un de disponible. Ils minimisent souvent leur rôle dans les ruptures. C'est toujours l'autre qui était trop demandant, trop émotionnel, trop collant. Ils se présentent comme des victimes d'attentes irréalistes sans voir qu'ils ont créé eux-mêmes ces situations. Observe aussi la durée de leurs relations. Beaucoup d'évitatifs ont un pattern, relations courtes et intenses ou relations longues mais superficielles. Ils évitent rarement le juste milieu qui demande un vrai engagement émotionnel. Ils parlent souvent de leurs ex avec une nostalgie étrange, comme s'ils regrettaient quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment vécu. Cette nostalgie porte pas sur la relation réelle, mais sur l'idée de ce qu'elle aurait pu être s'ils avaient été capables de s'investir. Certains gardent contact avec leurs ex de manière ambiguë, pas assez pour reconstruire quelque chose, mais assez pour maintenir une porte de sortie émotionnelle dans leur relation actuelle. Les évitatifs ont une façon particulière de gérer les conflits qui révèlent beaucoup sur leur fonctionnement interne. Ils évitent généralement les confrontations directes, mais ça ne veut pas dire qu'ils gèrent bien les désaccords. Face à un conflit, leur première réaction est souvent la fuite. Ils peuvent littéralement partir de la pièce, changer de sujet ou faire comme si de rien n'était. Cet évitement les protège de l'intensité émotionnelle, mais laisse les problèmes non résolus. Quand ils ne peuvent pas fuir, ils deviennent souvent passifs-agressifs. Ils boudent, donnent des réponses courtes ou font exactement le contraire de ce qui est demandé. Cette résistance passive leur permet d'exprimer leur colère sans avoir à l'assumer directement. Certains utilisent la logique comme bouclier. Ils intellectualisent le conflit, citent des études, rationalisent leur comportement. Cette approche leur permet de garder le contrôle et d'éviter les émotions brutes. D'autres encore retournent la situation. Si tu leur reproches leur fuite, ils vont te reprocher d'être trop émotionnel. Si tu leur demandes plus de présence, ils vont t'accuser d'être envahissant. Cette technique de retournement leur évite de regarder leurs propres responsabilités. Après un conflit, ils ont souvent besoin de temps pour digérer. Mais ce temps sert rarement à réfléchir sur le fond du problème. Il sert plutôt à retrouver leur équilibre émotionnel et à réactiver leur défense. Au travail, les évitatifs peuvent être très performants parce que l'environnement professionnel offre des limites claires et des rôles définis. Les relations y sont cadrées, les attentes explicites. Ils excellent souvent dans les jobs qui demandent de l'autonomie, freelance, télétravail, postes de responsabilité solitaire. Ils peuvent être très compétents techniquement sans avoir à gérer les complications relationnelles. Avec leurs collègues, ils maintiennent souvent des relations cordiales mais superficielles. Ils participent au pot de départ, au déjeuner d'équipe, mais évitent les afterworks qui pourraient créer trop d'intimité. En position de management, ils peuvent être très efficaces mais froids. Ils donnent des directives claires, reconnaissent les compétences, mais évitent les entretiens trop personnels ou le coaching émotionnel de leurs équipes. Ils ont souvent du mal avec les conflits professionnels qui deviennent personnels. Ils préfèrent les emails aux confrontations directes, les procédures formelles aux résolutions relationnelles. Beaucoup deviennent workaholics non pas par ambition, mais parce que le travail leur fournit un cadre social acceptable pour éviter l'intimité. Ils peuvent passer 12 heures au bureau sans que personne trouve ça anormal. Si tu es en relation avec un évitatif ou si tu penses en être un toi-même, retiens ceci. L'évitement émotionnel n'est pas un choix conscient. C'est une stratégie de survie développée dans l'enfance qui continue à l'âge adulte. Ces personnes ne sont pas méchantes, manipulatrices ou égoïstes par nature. Elles sont juste terrifiées par quelque chose qui semble naturel aux autres, l'intimité émotionnelle.
Leur comportement frustrant est en réalité l'expression d'une souffrance profonde. Comprendre ça change pas forcément ta situation, mais ça peut t'aider à moins le prendre personnellement. Leur fuite, c'est pas un jugement sur ta valeur. C'est leur façon de gérer une peur qui les dépasse. Si tu es du côté de celui qui aime un évitatif, rappelle-toi que tu ne peux pas le guérir avec ton amour. La transformation doit venir de lui. Ton rôle, c'est de décider si tu peux accepter la relation telle qu'elle est maintenant. Si tu reconnais des patterns évitatifs chez toi, sache que c'est pas une fatalité. Ces mécanismes peuvent se travailler, ces blessures peuvent se soigner. Mais ça demande du courage et souvent de l'aide professionnelle. L'amour véritable, c'est pas juste l'attraction ou l'affection. C'est la capacité à être vulnérable avec quelqu'un, à partager ses peurs comme ses joies, à construire quelque chose ensemble. Les évitatifs peuvent apprendre ça, mais seulement s'ils le veulent vraiment.